Les playoffs 2019. The Playoffs. C'est l'heure de faire un petit point, un premier. Allez, quelques matchs qui ont été joués. Yes, Lord. On a eu quoi ? On a eu 1, 2, 3, 4 nuits de playoffs. 4 nuits de playoffs, évidemment, au moment où nous sommes en train de parler, on s'installe peinard en vous faisant la bise. Que vous ayez vécu avec nous le live de samedi soir, où nous avions ouvert les playoffs tous ensemble sur YouTube. Exactement. En live, ou ceux qui étaient avec nous au dimanche pour la plus grosse soirée all-time de l'histoire de l'univers. Nous étions 900 au 13e art. Ouais. Pour vivre notamment... C'était magnifique. Exactement, pour vivre notamment Celtics Pacers et Blazers Thunder. Blazers Thunder. Pour le moment, on s'occupe de la conférence Est. On va faire un premier point sur les 4 séries. Certaines séries ont déjà 2 matchs de jouer, d'autres vont avoir 2 matchs de jouer d'ici ce soir, à peu près. Et donc, c'est l'occasion de regarder un petit peu ce qui s'est dégagé déjà. Peut-être faire des petites conclusions hâtives, pointer certains gars qui soit ont fait le boulot, soit pas trop fait le boulot. Voilà. On fait dans l'ordre ? Allez, dans l'ordre. Allez, on perd pas de temps. On va partir tout de suite sur Bucks Pistons. Allez, Toronto, Allez. Orlando. C'est Donc parti. on va devoir enchaîner tout de suite. Puisque ça ne sert strictement à... Non, voilà, c'est compliqué. Violence du premier match. Bon, au moins... Pas une surprise. Voilà. Au moins, on en a parlé en preview. On était là, genre, wow, de toutes les séries, celle qu'on voyait le plus en sweep non négociable, c'était celle-là. Et puis, pas une surprise en plus, d'autant plus avec l'absence évidemment de Blake Griffin. Tout à fait. C'est pas du tout une surprise de voir les Bucks dominer les Pistons. Évidemment. Mais la manière là était assez violente. Ah, ça n'a pas duré très longtemps, hein, les potes. Hein. Drummond a bien commencé son match, et puis après, bon... Chacun peut discuter de la façon dont il se fait expulser, hein, ça évidemment. Mais Yanis, oui, non. là j'étais en train de regarder, Il a joué 23 minutes. Non, mais ça ne servait à rien, bien sûr. Ça servait à rien d'aller plus loin. Hein. Tout le monde a fait son boulot du côté Milwaukee, ils étaient déterminés. Déterminé, public à fond. Bien sûr, ils sont en mission, les Bucks. Yanis qui dunk de la ligne de lancer. C'est ça, la totale, interception, contre et tout. Enfin, je veux dire, l'effectif est meilleur, la star est meilleure, elle est en forme, le public est derrière. Bon, c'est une branlée. On va voir sur cette série si Détroit peut essayer de réagir, mais ça, en tout cas, ça correspond à ce qu'on avait dit en preview, c'est-à-dire à partir du moment où les Bucks sont à 80% de leur forme, il n'y a pas de série. Il n'y a pas de série. Il va leur falloir, il faut prier pour eux pour que Blake Griffin revienne et au mieux, enfin, genre il sera jamais à 100%, hein, mais non. Au moins à peu près correct pour être capable de planter ses 22 points, faire un peu chez Yanis. Un peu chez Yanis, prendre des fautes, tout à fait. L'update médical est la suivante. Blake qui est administrativement capable de jouer ce soir, mais sauf que le staff des Pistons, il y a un investissement sur Blake, il récupère rien. C'est clair. Donc ils vont pas le forcer à jouer. Blake l'a dit lui-même, ses mots, c'est les suivants. Il a dit, si c'était qu'une question de douleur, je jouerais, et si c'était juste mon envie, je jouerais. Donc c'est clairement le staff qui lui dit calma. C'est le staff qui lui dit calma, parce que faut pas se mentir, je pense qu'à Détroit ou du côté des fans français des Pistons, je pense que personne va me contredire là-dessus, même avec Blake Griffin, tu rêves pas la série. Tu rêves qu'il y ait 4-1. Tu vois, voilà, c'est ça. Donc, même avec Blake. Je comprendrais tout à fait que les Bucks aillent au bout du raisonnement. Les Bucks, n'importe quoi. Les Pistons aillent au bout du raisonnement et disent, t'es quoi ? Prends zéro risque. Shut down. Va te faire opérer. Bien sûr, c'est fais ce qu'il faut et tout. Et genre, tant pis. Non, c'est sûr. Donc, le seul espoir qu'il peut y avoir pour Détroit, en effet, c'est que de retour dans le Michigan à la Little Caesar, il puisse y avoir, peut-être une mi-temps de Blake. Allez, pour mettre un peu le push, voir comment ça se passe, mais tu fais 20 minutes et terminé, plier les goals. Je pense aussi. Voilà, cette série, il y a eu qu'un match de jouer, hein, attention, ça se trouve les Pistons vont nous faire mentir dès cette nuit. Tout à fait. Non, c'est pas si c'est cette nuit. Je crois. Mais c'est en tout cas une des rares séries où tu vois le Game 1 et tu fais... Bon. Aïe. Parce qu'il y en a d'autres. Quand on va passer à l'Ouest notamment, il y a 2-3 matchs où à l'Ouest il y a eu des grosses branlées en premier match et puis sur le 2 ça a réagi. Et sur celle-là c'est un peu compliqué. On part sur un sweep, on reste dessus. Point barre. On est bon. Désolé les fans des Pistons et puis les Bucks, on se retrouve en demi pour parler de l'actualité. On enchaîne évidemment avec Toronto, Orlando. Raptors Magic. Donc 2 matchs très différents, évidemment. Ça, je crois qu'on peut le dire. On a vécu en live, Alex, quand même le Game 1 qui était fabuleux. Game 1 fabuleux et en même temps un peu bizarre aussi, tu vois. Genre, fabuleux dans le sens, genre... Lever la main ceux qui avaient dit que le Magic allait gagner grâce à un game winner de Didier Augustin, tu vois, genre. Lever la main ceux qui avaient dit que Kyle Lowry allait chier son game 1. Non, alors ça oui, mais que par contre Didier Augustin allait le manger à ce point-là. Ah non, bien sûr. Ça, voilà, c'était plus compliqué à prévoir. Ah non, mais c'était Luke Ridnour contre Kyrie Irving sur la match-up, sur le game 1. Et ensuite, on a vu le Magic. Donc t'as Kyle Lowry qui chie dessus. Il y a beaucoup de choses. Il y a un espèce d'alignement des planètes dans ce match parce que t'as Kyle Lowry qui chie dessus. Ok.
Ça, c'est peut-être pas la plus grosse des surprises. Ensuite, t'as DJ Augustin qui se prend pour Kyrie, qui fait une première mi-temps de dingue. Revenge game contre son qui a un franchise. peu de mal dans la continuité de sa deuxième mi-temps, mais par contre, qui finit grave bien le match, quoi, donc impressionnant. Ensuite, le Magic, malgré un Vucevic pas dedans, TTFL. t'as les Aaron Gordon et Jonathan Isaac, et même Vavan n'a pas été si mauvais, franchement c'était pas, qui ont vraiment fait le boulot, et des deux côtés du terrain, ça s'est battu, ça a emmerdé Kawhi, ça a emmerdé Siakam. Bien sûr. Enfin, c'était vraiment je suis pas le premier à dire du bien d'Aaron Gordon. Sur ces 2 premiers matchs-là. Attends, j'écoute. Mais c'est vrai, sur ces 2 premiers matchs-là, bon, il y a encore des choix offensifs qui me gavent, mais je dois reconnaître que, par contre, exactement, ça taffe, et puis en plus, il a pas une opposition facile, Pépère. Ouais. Puis il défend sur quelques gars. Il défend sur du Siakam, du Kawhi, il se bat au rebond à minima, il essaye de pas trop croquer en attaque, d'être un peu, enfin, genre, oui, c'est pas du génie, mais tu sens que le gars est dans un mood collectif et tout. Bien sûr. Et c'est le banc, hein, notamment d'Orlando, qui a fait le taf sur ce Game 1, parce que comme tu le dis, là, Aaron Gordon et Isaac font grave le boulot pour récupérer le taf que ne fait pas Vucevic. Mais putain, Michael Carter-Williams, Ken Burch et Terrence Ross. Pas mal. Terrence Ross m'a un peu énervé avec ses prises de shoot, mais il a taffé. Oui, voilà. Mais non, après, mais je suis d'accord, il est là on pour ça, de toute façon, l'autre, il rentre, exactement. Mais on en parlait dans la preview, on était là genre, est-ce que le banc d'Orlando peut tenir contre le banc de Toronto? Bah, il a juste fallu sur un match, ils ont pu. Tout à fait. Et ils l'ont gagné, du coup. Et ils l'ont gagné. Voilà. Ils l'ont gagné. Gros choc. Après, au Game 2, ajustement Nick Nurse, ajustement Kawhi Leonard aussi, Kylori un peu mieux, Kawhi il leur a fait du sale au match 2 là. Bien sûr, mais Kylori beaucoup mieux. Kylori beaucoup mieux, bah, de toute façon en même temps j'ai envie de dire heureusement, parce que si ça avait pas été beaucoup mieux que le Game 1, tu vois, genre le Game 1 est extrêmement crade, hein. Bien sûr, hein, l'un des plus crades qu'on ait vu faire Laurie en playoff, hein. Tout à fait, et pourtant il y a une petite collection, il y a 11-0 dès le début de la rencontre, c'est irrespirable pour Orlando. Le match aura duré 2 minutes, parce que Toronto va vraiment garder le lead. Kawhi, comme tu le dis, fait du sale. encore dans la galère. Vucevic encore dans la galère. Et puis soudainement, DJ Augustin joue comme DJ Augustin. Donc c'est un peu compliqué. Et puis vraiment, Kawhi, 37 points. Ils ont pas là. Jonathan Isaac et Aaron Gordon ou ces gars-là, ils ont fait de leur mieux. Mais à un moment donné, il y a un MVP des finales en face. Non, mais les Raptors ont joué tout à fait comme les Raptors. Exactement. Donc la hiérarchie est réinstallée. Il n'empêche qu'il faudra les gagner à En attendant, Orlando, ils en ont gagné un. Ils rentrent chez eux là. Mission pire qu'accomplie. Ils en ont 2. Ils sont un partout, les mecs, en rentrant chez eux. Tu sais qu'Orlando, quand ils ont débarqué à Toronto samedi, tu leur as dit, les gars, vous allez repartir de chez vous mardi soir. Il y aura égal. Avec un partout, les mecs, tu sais que ça signait des 2 mains, des 2 pieds, tout ce que tu veux. Les yeux fermés, clairement. Direct. Hein. Ça, c'est bien clair, pour Orlando, bien sûr. C'est très bien. Ça va être hyper intéressant de regarder, notamment, je pense. Bon, au-delà de la TTFL, hein, mais si Vucevic ne se réveille pas là sur le Game 3, il y a un gros problème. Parce que, ok, certes, la confrontation elle est compliquée pour lui. Il y a des tueurs à gages en face. Ah, c'est relou. Marc Gasol, Siakam, Ibaka, c'est juste dingue. Mais dans l'attitude, il est pas intense là, il manque un peu d'impact. Il n'y arrive pas. Il y arrive pas, il faut vraiment qu'il se réveille parce que pour le coup, là, si t'as un gros match de Vucevic. Orlando tout de suite est dangereux. Et que bon, Kawhi va rester Kawhi, mais que bon, ça s'aligne à peu près. Mais si t'as un Vuce en 20-10, bah attention. Hein, attention, clair, et Orlando peut être dangereux. Donc à 1-1 en ayant eu un Vucevic dégueulasse, t'es fan du Magic, salut Clément, et bah forcément tu peux te sentir bien. Bon, moi je crois que j'avais dit 4-1. Je me rappelle même plus si j'avais dit 4-1 ou 4-2, tu vois, sur cette série. Je crois que t'as dit 4-1 et moi j'ai dit 4-2 parce que la dynamique. Moi je garde. Oui. Je pense que Toronto peut sweeper ça maintenant. En fait, le truc, c'est que les Raptors, maintenant, avec le match qu'ils ont fait, là où ils ont quand même défoncé le Magic, les ajustements qui ont été faits sont des ajustements qui peuvent largement tenir toute la série et contre lesquels le Magic aura bien du mal à vraiment répondre. Alors, évidemment, on peut s'attendre à une meilleure perf de Vucevic, mais ça garantit en rien une victoire du Magic, tu vois. Oui, bien sûr. Alors que quand Kawhi est à 37 points et que Kylori est pas trop dégueu et que ça défend comme les Raptors savent faire. Non, c'est sûr, c'est tendu. D'ailleurs, finalement, c'est peut-être la meilleure des choses, entre guillemets, qui aurait pu arriver à Raptors. On en a vu par le passé, on en avait parlé en live ce samedi soir, des équipes qui se font prendre par surprise dès le Game 1 et qui s'ajustent tout de suite. Bon, l'entrée en playoff, ça y est, elle est faite pour Toronto. Peut-être qu'il aura fallu cette espèce de claque d'un DJ Augustin qui leur plante un dagger au buzzer, de grosses punchlines avec tous les antécédents qu'on connaît. C'était quoi déjà, Orlando ? Ouais, Orlando, le Bronto, etc. Donc c'était peut-être pas plus mal qu'ils se prennent vraiment une claque. Parce que là, je suis d'accord avec ton pronostic qu'il y a moyen que Toronto dise non, mais on vous en a laissé un. C'est bien maintenant, les gars. Maintenant, shut the fuck up. Disons que par exemple, là, le Game 3 est crucial. Si Toronto se ramène à Orlando là, et leur fait un peu le même genre de match en faisant non, les gars. Tu sais que ça va tout de suite, confiance côté Toronto et tout. Bien sûr.
plus d'expérience, avantage du plus terrain de récupéré. Non, c'est sûr. Je garde mon prono. Tout à fait, je veux bien te croire. Je peux pas le faire dans toutes les séries. Non. D'ailleurs, on va peut-être voir sur 2-3 autres séries. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Donc, je crois que c'est vendredi, si je dis pas de bêtises, le match 3 qui sera Orlando. Grosse ambiance attendue au Amway Center, puisqu'on le sait, Orlando n'a pas eu les playoffs depuis 7 ans. Non, carrément. On enchaîne sur 3-6. Sixers Nets. Là aussi, premier match. Alors là, c'est très fun. Surprise. Ce qu'on a commenté était genre l'Est qu'on a commenté, c'était génial parce que c'était inattendu. Ah ouais. Et alors là, c'est complètement différent comme configuration et comme physionomie de match. C'est-à-dire que les Nets ont dominé le match. Le Game 1 est clairement dominé par les Nets. Le Game 1, les Nets, ils le dominent. Il y a une sortie de vestiaire qui est sale en deuxième mi-temps et sinon c'est que dominé par Brooklyn. Exactement. Même quand ça revient, que ça pousse fort côté Philly, Butler est quand même bien en feu. Embiid a eu du mal entre guillemets. Enfin, je veux dire, il est à 22-15 quand même Embiid sur ce match. Attention, il pèse quand même. Il a forcé du shoot. Il a forcé et tout. Même quand il y a eu quand même le push des Sixers, les Nets, ils ont fait non. Jared Dudley et Davis. Et attends, l'autre, Kenny Atkinson, il a joué pas mal de séquences avec une raquette. Trevon Graham, Jared Dudley. Tout à fait. Au calme. Des mecs de 2 mètres. Je vois pas de problème. Dont un qui a du bide et qui n'a pas de détente. Avec Joe Harris, Caris Levert et D'Angelo Russell. Ouais. Puis D'Angelo Russell aussi, justement, puisque le début de match est vraiment foiré. Compliqué. Parce que la défense de Philly est vraiment sur son dos. Ouais. Et après, en deuxième mi-temps, il va mettre, je crois, 19 de ses 26 points. Enfin, la victoire de Brooklyn est vraiment belle parce que tu vois tout de suite Kenny Atkinson faire à Brett Brown. Gros, t'es prêt? Ouais. Parce que là, on part pour 2 semaines. Ouais. J'ai l'impression que t'es pas prêt, gros. Ouais. Les playoffs, ils ont commencé. Ah bah ça, il l'a out-coach de ouf, là. Par contre, il n'y a pas de souci. On venait de parler de Kyle Lowry. Ben Simmons a été dégueulasse. Tobias Harris a été dégueulasse. JJ Redick a été dégueulasse. Game 1, ouais. Sur le Game 2. Ben Simmons, sur le Game 2, il a été sérieux, je te trouve. Il a été très sérieux. Il a notamment suivi ses propos parce qu'on en parlait en direct. Il était là. Les fans de Philly, si vous nous huez, restez de ce côté-là. Suivre ses propos avec les actes qu'il fait derrière, c'est très fort. Ouais, il fait un triple-double vraiment très clean, il est agressif, on parlait de transition, Philly a beaucoup plus galopé, ça a défendu dur. Juste le point d'interrogation, et ça c'est un sujet dont on va parler maintenant évidemment, et je voulais te poser la question, Joel Embiid physiquement? Oh bah il est pas à 100%, c'est sûr. Bon, ça il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour le voir, mais c'est un vrai problème. En plus, on n'a pas tant d'infos que ça finalement sur la teneur exacte. Ok, c'est le genou et tout, mais ça traîne. Quelle teneur exacte pour cette blessure? À quel point ça va ou s'améliorer avec le temps ou pas? Ouais. Et est-ce que les Sixers auront les baloches là de dire ok Joël, il faut que tu passes un match, mais on va jouer les Sixers, on va jouer les Nets sans toi? Je pense qu'ils vont essayer de récupérer l'avantage du terrain et puis après ils vont le reposer. Peut-être. Je sais pas. J'imagine. Les Nets, est-ce que ça les embête tant que ça? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ils vont aller rejouer à Philly et tout. Bien sûr. Non, ils n'ont pas peur les Nets là. Tout à fait. De toute façon, il suffit de voir la séquence qui a choqué pas mal de monde, mais la séquence de Jarrett Allen qui se prend un coude de Thanos là. Il se prend un coup de coude de Joel Embiid en pleine mâchoire. En gros, tout le monde serait complètement KO. Tu le vois se relever direct et applaudir. C'est le symbole de ces Nets, quoi. C'est-à-dire que tu rentres dans la tête d'Embiid quand même, ce qui est pas hyper facile parce que l'autre il est quand même hyper confiant. Allen, il est en train de construire son petit immeuble. Hein. Il est en train de poser du HLM, tout à fait. Alors certes, la production d'Embiid elle est là parce qu'on voit les fans de Philly genre wesh quel HLM. Ouais, mais il pèse pas. C'est pas une production qui pèse comme ce qu'on a pu voir. Exactement. C'est-à-dire qu'en début de Game 1, tu te rappelles, Jarrett Allen fait 2 fautes hyper vite. Il fait même sa 3e un peu trop vite aussi. Et là, on se dit, waouh, Embiid, attention, il va leur marcher dessus. Et en fait, les gars, Atkinson, il fait, vous savez quoi? Tiens, vas-y, Ed Davis. Puis vous savez quoi? Tiens, vas-y, Jared. Va défendre sur. Et t'es là, tu fais, mais il est sérieux. Et en fait, ça fonctionne, marche, quoi. Bien sûr. Ils s'y attendaient pas, je pense, les Sixers. Non, ils s'y attendaient pas. Et tu t'attendais pas à ce que Tobias et JJ Redick soient autant à côté de leur pompe. Tu peux pas t'attendre à ce que Jared Dudley joue comme ça aussi. Un Game 1 de playoff, c'est compliqué. Après, sur le Game 2, Philly, c'est quand même, comme on le disait, donc Ben Simmons a envoyé le triple-double. Philly s'est rattrapé avec notamment un quart à 51 points. Donc, record égalé à montrer, genre, en mode, genre, attention. Genre quand c'est chaud quoi. Bien sûr. Tu vois, et en plus avec un Wells Fargo Center qui a commencé à gronder, à rugir et tout. Ils ont rappelé leur potentiel. Qui les a hués la fois d'avant puis après ça rugit. Enfin tu vois genre voilà, c'est tout le truc de cette jeune équipe avec ce public qui a envie, qui a faim et tout, mais qui est assez exigeant. On connaît le potentiel offensif des Sixers. Exactement. Et c'est un potentiel offensif contre lequel les Nets peuvent rien. Mais contre très peu d'équipes peuvent faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs c'est marrant de voir l'ajustement exceptionnel, et je pense que tu peux en parler sur le Game 1, Jimmy Butler. Sur le 2,
je laisse les autres prendre leurs aises. Je sais qu'il faut que Redick, Ben Simmons, Tobias trouvent leur rythme. Tobias n'aura pas été fou en première mi-temps. Sur la deuxième, c'est nettement mieux. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé et l'ajustement de Butler est très propre. Je trouve en termes d'expérience et de compréhension là du jeu vraiment. Il aurait pu s'accaparer le ballon et faire genre vas-y, suivez-moi comme au Game One. Non, mais là il a fait genre je donne la balle à Ben Simmons et démerdez-vous quoi. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est important pour Philly. Voilà. Maintenant, Philly va à Brooklyn 2 fois. Là, tu vas à Brooklyn 2 fois, il va avoir une ambiance, les copains. Ça c'est clair. Qui va être absolument folle. Donc ça, on le sait, D'Angelo Russell, il a envie de faire péter un carton à domicile. Les Nets vont respecter leur plan de jeu. Voir si Jared Dudley peut jouer, puisqu'il était absent du Game 2. Ouais. Voir... Ça explique peut-être la défaite des Nets. Phrase, quand même. Ouais. Tu te rends compte, on en parle. Il est important dans le dispositif. Mais il est très important, bien sûr. Mais Ed Davis aussi, qui s'est fait une petite cheville et qui était pas au tip-top. Mais évidemment, ça va être Joel Embiid au centre de l'attention. Tu le vois comment, le Game 3, un petit peu, si t'es côté Sixers et côté Nets? Je crois que j'avais dit 4-1 aussi dans cette série. Je crois que t'as dit 4-1. Et moi aussi. Je suis moins confiant que sur les Raptors. Je me dis que ce qu'on a vu sur les 2 matchs n'indique en rien la capacité forcément de Philly. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste ça indique en rien. Je suis plus serein pour les Raptors pour la suite que pour les Sixers là, moi perso. Je dis pas que les Sixers vont faire sortir, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que 4-1, ça veut dire que les Sixers gagnent les 3 prochains là sans trembler, sans trembler. Bon. Bah tu sais qu'à Brooklyn ça va pas être facile. Après, honnêtement, ils en ont grave les moyens. Dire sur le papier en termes de talent, il y a même pas de photo entre les 2 équipes. Maintenant, Atkinson, c'est sûr, leur prépare une petite cuisine maison là. Il est en train de faire un plan de jeu là, bien sûr. T'as raison de dire qu'il peut y avoir à tout moment un D'Angelo Russell game. Clairement. Sûr. Ou un Caris LeVert. Caris LeVert sur le Game 2. Caris LeVert carton, tu sais. Sur le Game 2, il a été fondamental. Ouais. C'est lui qui fait le rush. Même au Game 1, il a été très bon, Caris LeVert. Il cherchait les fautes et tout. Il est bon depuis le début de la série, Caris LeVert. On en parle moins et tout, mais en scred, il est là, le mec. Ouais, c'est surtout là, je pense une des clés notamment va être la défense des Sixers qui, on le sait, on le disait, on n'arrêtait pas de se toucher en mode quand même, quand ils s'y mettent, Ben Simmons, Joel Embiid, Tobias Harris, Jimmy Butler, tous les mecs, les tueurs à gages qui sont aussi un petit peu en sortie de banc, qui sont capables aussi de défendre. Ils ont pris des valses. Alors certes, ils en mettent quasiment 150, je pense, sur le Game 2. Ouais. Voilà, mais ils en prennent 120, 122, 121. Ils en prennent 120, après en avoir pris je sais pas combien sur le Game 1. Pareil, 120. Il faut que Philly défende, parce que si tu veux jouer à échanger les buckets avec Brooklyn, tu t'aventures sur une piste très très glissante. Et puis qu'ils aiment bien, eux. Ça leur va bien, eux. Ah bah, carrément. Eux, c'est ce qu'ils ont envie de jouer comme match. Ils ont envie de jouer un match où ça défend le moins possible et vas-y, ça court un peu et ça prend des buckets, quoi. Faudra voir ce que va donner notamment, comme on parlait de Embiid, parce que Boban aussi fait un bon début de série, donc peut-être qu'il va être un peu plus responsabilisé. Vladimir Marjanovic. Possible. Pour le moment, on touche pas au pronostic. Non. Bah non. On surveillera. L'ambiance va être folle à ne pas louper les matchs vraiment à Brooklyn, parce que là, la pression va être folle sur les Sixers. Ils peuvent pas se permettre de foirer un ou alors 2 matchs là-bas. Ce serait cataclysme total en rentrant à Philadelphie. On enchaîne ? Allez. Qu'est-ce qu'il nous reste ? 4-5. Celtics Pacers. Donc évidemment Game 2 ce soir à Boston. Le Game 1 une purge. Il n'y a pas d'autre mot. C'était affreux. Ah la vache. Ouais, c'était dur. Il y a eu une séquence d'à peu près 4h30 où Indiana n'a plus marqué. Ouais, c'est dur. Et ça roulait sur le cercle et ça rentrait pas. Bien ça sûr. envoyait de la brique. C'était. Et en soi, on peut donner du crédit à la défense de Boston. Mais il y a eu vraiment des séquences où tu as vu Indiana, il a fait putain. Dur. Allez, on y va. Mais même Boston offensivement a pas été étincelant sur ce match. C'était un match. Ils ont eu le mérite de faire le taf au moment où il fallait faire le taf. Oui. De mettre l'écart au moment où il fallait mettre l'écart. Mais ce qui est bien pour eux, parce que ça leur a permis de s'assurer la victoire dans ce Game 1 et donc d'être de mener 1-0 et d'accueillir le Game 2 avec l'objectif de mener 2-0, très clairement. Ouais. Ils sont dans de bonnes dispositions, mais c'est vrai que le match était pas beau. Maintenant, je trouve que du coup les Celtics se sont, avec ce match pas beau, on a vu certaines limites des Pacers, c'est-à-dire que les Pacers sont des bons shooters avec un bon mouvement de balle, mais on sait qu'au basket, faut que ça tombe dedans. Les Celtics ont les moyens de bien les gêner, et là pour le coup, je veux dire, les Celtics là, ils ont été tenus à 86, 85 points, un truc comme ça là, je crois, 84 points au Game 1. Ça descendra jamais en dessous. Enfin, tu vois, les Pacers sont dans la merde. Il faut qu'ils scorent plus. Il faut que ça rentre pour eux les shoots. Et c'est vrai que ce premier match
n'indique pas un peu dans la tendance des Sixers de fin de saison, des Pacers de fin de saison, qui avaient un peu de mal, qui commençaient à sentir très fort l'absence de Ladipo. Et là, c'est vrai que les Celtics, en fait, le truc, c'est que les Celtics, même quand ça joue mal au global, t'as quand même Kyrie Irving, Jason Tatum, Horford qui va faire quelques bons choix. Tu vois, donc t'as quand même. Si ça joue mal comme ça, ils peuvent se faire sweeper avec 4 matchs dégueux, hein, les Pacers. Attention à ces conneries. Je pense que Indiana n'attend qu'une chose. Bon, on va voir. C'est de rentrer à la maison. C'est de rentrer à la baraque. Parce qu'Indiana, on le sait, à la maison, ils sont motivés. Il y a les 20 000 personnes qui buglent avec des t-shirts jaunes. On le sait, ça va les booster. Sur ce Game 2, ce qu'il faudrait pour Indiana, c'est qu'ils arrivent à rester dans le match suffisamment longtemps pour être en capacité de le gagner. C'est qu'ils arrivent à mettre des ballons dans des paniers. Il faut que ça rentre, quoi. Ouais, les gars, c'est le but du sport. Hein. C'est de mettre plus de ballons dans le panier que l'adversaire. Après, t'as quelques mecs un peu streaky là-dedans, donc... tu vois ce que je veux dire ? Bogdan, même Darren Collison, tu vois ? Bien sûr. Donc, ça peut aussi, à un moment donné, se mettre un peu en route et ils peuvent faire peur à Boston comme ça. Faut que Indiana joue plus vite. Vraiment, faut qu'ils défendent bien, mais il faut qu'ils jouent plus vite et qu'ils essaient d'obtenir des paniers faciles, parce que si tu vas attaquer avec ce groupe-là sur la défense placée intelligente de Boston, et un peu plus de lancers aussi, plus d'agressivité, moins de shoot, je veux dire, c'est en galopant que t'as des lancers. Hein. Après, le problème, c'est que Miles Turner joue pas si près que ça du cercle en attaque. Bogdan, c'est pas un mec qui drive beaucoup. Tu vois, genre, ils ont aussi ce problème d'agressivité vers le cercle, là où Oladipo apportait de ouf. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut galoper. Il faut galoper, il faut galoper pour avoir des paniers faciles. Normalement, ça devrait être ça. Ouais. Ça, c'est pour le point un petit peu sur les 4 séries. Donc, évidemment, donnez-nous votre avis. Nous, on va surtout partir un petit peu maintenant sur une satisfaction et déception d'une manière globale. Que ce soit une équipe, un joueur, un élément. Là, sur les 4 premiers jours, qu'est-ce qu'il y a eu un petit peu qui t'a plu par rapport à ce que tu envisageais sur ce premier tour de play-off ? Les Nets. Hein. Ouais, les Nets, leur attitude. Les Nets au global, ouais. Ouais, les Nets au global, c'est-à-dire l'attitude des mecs. Tu vois, sur le Game 1, t'as pas mal de mecs là qui ont découvert ou quasi les playoffs. Tu sens pas d'appréhension de la part de ce groupe, de la part des individualités. Tu vois, un mec comme Caris LeVert, lui, quand Philly a beaucoup poussé, c'est aussi lui qui a été chercher des lancers, faire le taf avec son petit jumper à mi-distance comme il aime bien derrière les écrans, tu vois, ce genre de choses. Ça, j'ai beaucoup aimé. Les choix d'Atkinson, quoi. Le mec, tu le vois pas venir. Comme moi, quand j'ai vu Graham rentrer, je me suis dit, mais attends. Déjà, bon, j'avais pas capté, mais Kourouks aussi. Hein. Rondae et tout. Enfin, comment il utilise les joueurs, quoi. Ce Kourouks, finalement, n'a pas tant joué que ça, mais il était titulaire. Enfin, non, les Nets au global, ce qui montre en termes d'abnégation, de non-appréhension, si je peux dire ainsi, ils jouent leur chance à fond et ils sont dans la continuité complète de leur saison régulière, ça lâche pas les matchs, et comme tu le disais tout à l'heure très justement, jouer à qui mettra le plus de paniers avec cette équipe, c'est risqué. C'est risqué, hein. Ça va être hyper intéressant à suivre. Oui, ça va vraiment être intéressant à suivre grâce aux Nets. Enfin, grâce à leur capacité à se mettre en situation de gagner à Philly, quoi. Et toi, t'as une satisfaction particulière ? J'avoue que, bon, après on parlera de déception et je vais pas utiliser Nikola Vucevic, mais comme tu le sais, j'aime pas mal, j'aime déjà beaucoup depuis assez longtemps Jonathan Isaac, et j'aime bien le potentiel qu'Aaron Gordon, et en fait, c'est exactement ce que je voulais pour ce duo. Qu'ils aient des playoffs dans la sacoche, qu'ils puissent connaître ce que ça fait de jouer contre du gros. Ils jouent contre les Raptors, quoi. Je veux dire, ils sont en train de prendre de l'XP, les cocos, là, eux deux. Et je pense que là, on s'en rend pas compte, mais que la saison prochaine, quand ils vont se ramener Isaac et Aaron Gordon, et on va voir ce qui va se passer cet été, parce qu'il y a un Vucevic à peut-être prolonger, il y a Mo Bamba aussi, on a écrit dessus. C'est un sacré dossier pour le Magic et pour John Hammond, le manager. Juste le fait d'avoir ces deux gars. Jonathan Isaac, c'est un gros pic de draft. Aaron Gordon, il vient d'être prolongé. Si ce front de courte là de jeunes prend cette expérience-là, moi je suis hyper content. Pour les fans d'Orlando, moi je suis hyper content parce que ces mecs-là vont être la base. On sait pas qui va être pivot. On sait pas ce qui va se passer avec Didier Augustine, avec Evan Fournier. On va voir. Il y a un nouveau manager depuis 1 an et demi. Mais au moins eux deux, ce qu'ils montrent là, ils peuvent être hyper impressionnants défensivement et offensivement sur la durée. Ils le sont pas encore, mais genre déjà dans leur propre moitié de terrain, ils peuvent être terrifiants, je pense, et moins stressés par la suite. Et puis en attaque, bon, en effet, que tu le dis, il y a encore des choix un peu bizarres, que ce soit Aaron Gordon parfois balle en main, et puis même Jonathan Isaac, il est pas pour le moment hyper développé offensivement, mais de se confronter à une équipe défensive comme Toronto, putain, tu prends 5 ans à chaque match, quoi. Et ça, je trouve ça super pour Orlando, c'est très satisfaisant. Et évidemment, au global, le fait que ce soit aussi très serré dans ces deux séries-là, en tout cas sur les deux premiers matchs. Même on aurait pu citer éventuellement, tu vois,
on a parlé rapidement en se moquant un peu de la série Bucks Pistons, mais la façon dont les Bucks sont arrivés dans ce match et on fait... Peine, mais... Ouais, les gros. On est le meilleur bilan de la NBA. Ouais, en fait. C'est nous en fait. Genre, on va vous le montrer. Et le public à fond et tout. Et genre, ils les ont écrabouillés. Bien sûr. Et il y a un côté genre. Non, ça c'est très bien sûr. Ils passent le message. Hein. Genre, gagner à Milwaukee en playoff, les gars, va falloir venir. Ouais, tu vois très très tôt et venir en Donc c'est bien. C'est bien. On est d'accord. Voilà. Maintenant, déception un petit peu sur cette conférence Est. Là, notamment sur ces 4 premiers soirs. Tant pis, je reste dans la même série. Brett Brown. Ok, ouais, clairement. Ouais, putain. Clairement. Parce que au-delà, on se moque, out-coaché par Atkinson, des gens qui sont fait out-coacher par Atkinson, cette saison, il y en a eu. Le problème, en fait, c'est que même si on peut considérer que Philly a bien meilleur potentiel, évidemment, beaucoup plus de talent, des joueurs beaucoup plus forts, et sur la longueur de la série, devrait quand même s'en sortir et faire le taf, pour battre Brooklyn, hein, et encore, on va voir, la série nous réserve peut-être des surprises, mais on reste dans cette optique-là, on change pas la tendance. Là, je veux dire, ça se voit, là, Brett Brown s'est fait out-coacher, Brett Brown a des plans de jeu un peu stéréotypés, il aime pas en sortir, ça se voit, il a du mal à mettre de l'improvisation, de l'inspiration dans ses rotations, et donc au match 2 là, qu'ils ont gagné là, moi j'étais j'étais content pour les Sixers, enfin, je suis pas spécialement fan des Sixers ou quoi, mais j'étais content de voir un peu Ben Simmons notamment tenir ses déclarations comme tu l'as dit tout à l'heure, Butler qui se fait discret, Tobias Harris qui sort un peu la tête de l'eau en deuxième mi-temps et ainsi de suite et tout. Brett Brown, je l'ai pas trouvé toujours pas bon en fait sur le game 2 en fait. Il a peut-être trouvé les bons mots à la mi-temps, mais sinon sur le game 2 ça n'a pas été. Ouais, ok, mais il m'a pas impressionné par des choix, par des trucs ou genre moi j'aurais voulu que plus souvent, par exemple, je trouve que quand Embiid est en galère, ou pas en galère, c'est pas le bon mot, mais quand Embiid fatigue vite, là ça se voit, il est pas à 100%, faut le sortir, faut l'économiser. Genre, vas-y, genre. Improvise un peu, gars. Pourquoi face aux Nets, en plus, qui jouent beaucoup small ball, dès que Jarrett Allen sort, franchement, c'est très small ball les Nets, parce que même Ed Davis, il est pas très grand, tu vois. Genre, ça manque de. Fais rentrer TJ McConnell et joue avec une raquette Ben Simmons, Tobias Harris, j'en sais rien, tu vois. Genre, essaye de. Il le fait un peu, hein, mais pas assez. Assez prévisible. C'est assez prévisible et du coup, Atkinson, il est là, il a un scouting report et puis il est peinard, hein, il a jamais de surprise en fait. Donc je suis assez déçu et je suis d'autant plus déçu que si on part du principe que les Sixers devraient potentiellement quand même pouvoir passer Brooklyn, mon pote, Toronto potentiellement au tour d'après. Là ça marchera pas du tout hein. Non. Là attention hein. Quand tu vois les ajustements qu'est capable de faire Nick Nurse, les ajustements que sont capables de faire d'eux-mêmes les joueurs des Raptors, bien sûr, l'expérience gars, non, il faut se lancer, il faut lancer ses playoffs maintenant là. M'a déçu. Brett Brown, c'est vrai que c'est pas top. Faudra justement voir ça sur le game 3 et 4. Sinon, il y avait Vucevic, enfin, mais comme tu as un peu parlé du Magic, c'est clair que ça fait partie des joueurs qui n'ont pas fait leur boulot. Pépère, on est en playoff, Pépère. Hein. Moi, je t'avoue que Allô c'est il faut se réveiller. Moi, je t'avoue que bon, c'est pas du tout en fait c'est pas du tout une attaque envers les Pistons, hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en playoff ? Enfin, ok, ils se sont battus. Non, mais je veux dire, ils se sont battus et je suis pas en train de dire que j'aurais préféré largement Charlotte ou Miami. Mais quand même. Miami, en fait, tu vois, Miami ne se serait pas fait défoncer de la sorte au premier match, je peux pas le croire. Moi, ce qui me fait chier vraiment, après, c'est que ils ont pas Blake. Voilà, il y a eu un rush qui a eu lieu en fin de saison où Détroit a fait le travail pour essayer justement de sécuriser la win avec des petites victoires, ric-rac contre Memphis et par la suite après on l'a vu à New York. Ils y sont. Au moment où ils y sont, on n'a pas Blake, donc évidemment on le savait un petit peu sur la fin de saison, mais voilà, c'est pas une série de playoffs. Voilà, pour moi il y a 7 séries. Il y a 7 séries de playoffs. En tout cas sur le Game 1, en tout cas sur le Game 1, visuellement en fait. Faites-moi mentir, vraiment. Ouais. Moi j'ai trop envie que ce soit une truc séquencé, qu'on se foute de ma gueule sur les réseaux sociaux, il y a pas de problème. Visuellement on a pris cher, visuellement en fait. C'est hyper cher. La sensation visuelle est violente. C'est ça, genre même Dwayne Casey, enfin il y a rien que je retire de ce Game 1. Évidemment c'est un Game 1, donc si ça se trouve on va se faire avoir on est en conclusion à Détroit et on est en conclusion hâtive, mais en fait, je me mets je dis pas que ça aurait été plus serré, mais je me mets à la place de Kemba Walker, je regarde les playoffs et je me dis putain, pourquoi on n'y est pas? Merde. Et Dwayne Wade et Spoelstra, ils devaient être là genre Wade et Spoelstra, Kemba et Tony, tu vois, j'en sais rien, mais je suis ces gars-là et je me dis putain, vas-y Détroit au moins faites le taf un minimum. Je dis pas c'est
hardcore de jouer Milwaukee en sortie de Game 1. Parce qu'ils sont vraiment arrivés avec des bucks. Je suis d'accord. Je sais même pas si une seule fois dans la saison je les avais vus autant avec le couteau entre les dents. Peut-être contre les Sixers un peu. Oh là, je les ai trouvés non mais là ils étaient en mode violents en termes de match. Mais c'est aussi parce que l'écart de niveau était est vraiment fort et c'est un 8e de l'Est. Voilà, je pousse la gueulante. J'aimerais bien que Détroit fasse déjà un bon Game 2, qu'on évite les branlés. On en a parlé en preview. S'ils font un minimum de travail, on peut éviter 30, 35 au Game 1. Là, regarde, il y a 15, 35. Il y en a 35. Il y en a 35 et ça peut, et t'as pas la sensation que Milwaukee va mal jouer et soudainement il va avoir un tie game, tu vois, il va avoir moins 8 ou moins 6. T'as la sensation que si jamais Milwaukee baisse un peu de pied, il y a plus 15 en fait. C'est ça. Tu vois. Et c'est ça qui me dérange. Voilà. Je suis d'accord. Après, c'est pas contre les Pistons, mais ça me fait chier. J'aurais bien aimé peut-être une série un peu plus serrée en espérant que Dédé Drummond m'écoute et décide de faire un gros game. Allez. Voilà. Dites-nous surtout sur ce début de playoff à l'Est ce que ça donne. Nous, on va devoir enchaîner avec l'Ouest puisqu'on a des gros bilans à faire. Il y a 2-3 trucs à faire aussi là-bas. Ah ouais, tout à fait. À tout de suite à l'Ouest. Ciao, ciao. Ciao.